j'étais à ça d'abandonner. Mais je suis assez mitigée et j'ai les nerfs. Hello, je voulais faire cette petite voix off pour quand même remettre les choses dans son contexte. Ce vlog a été tourné entre la fin juillet et début août pendant ma pause. J'ai fait une pause des réseaux sociaux pour plusieurs raisons, en grande partie parce que j'étais très fatiguée et que j'avais un peu besoin de tout mettre ce qui était créatif en pause. Mais cette vidéo sonne le clap de fin. Je vais revenir progressivement de partout. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Aboukinade. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo traditionnelle que je fais annuellement, sauf l'année dernière. Le Reading Vlog 7 jours 7 livres. J'ai préparé une pile à lire absolument monstrueuse. Je n'ai plus de vie sociale à partir d'aujourd'hui. Pas comme si elle était non plus Ultra présente cette vie sociale. Dans ces livres que j'ai sélectionnés, on a du webtoon, de la romantasy, de la romance, de la mythologie et de la pure fantasy. J'ai essayé un petit peu de prendre de tout, même si le roman de fantasy me fait extrêmement peur. Voici à quoi ressemble cette pile à lire de l'enfer. Je vous les présente brièvement comme ça et je vous ferai le résumé des livres à chaque fois que je vais le démarrer parce que sinon on va pas s'en sortir, l'intro va faire 45 minutes. Le premier c'est le tome 2 de Blackwater de Michael McDowell, donc publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc j'ai lu le premier tome il y a pas très longtemps, je voulais d'ailleurs chroniquer sur la chaîne YouTube et j'avais beaucoup aimé et je me dis que je vais essayer un petit peu de les enchaîner cet été. Au moins si je pouvais lire les 3 premiers je serais quand même très contente parce que la saga du coup sera pas mal avancée. Il me semble qu'il y a 5 tomes dans cette série, donc je me suis acheté le second qui est vraiment très très beau. Ensuite en termes de webtoon j'ai pris Les Secrets de Wilson et Seule la mort attend la vilaine, le tome 5. Ensuite en termes de webtoon j'en ai pris 2, j'ai pris Les Secrets de Wilson et Seule la mort attend la vilaine. Tous les deux sont chez la même édition, donc chez Kotoon. Je pense très fortement que je vais commencer par celui-ci parce que j'attends fortement la suite, but j'ai vu que le tome 6 sortira qu'en décembre. Ça me paraît extrêmement long, décembre, pour lire la suite. Ensuite niveau romantasy, enfin je crois qu'on peut le mettre dans cet univers là, il y a La balade funèbre de Art et Merci de Megan Bannon aux éditions Milady. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. J'arrête pas de dire je vais le démarrer, je vais le démarrer, je vais le démarrer. On le démarre là pendant ce vlog. J'ai trop hâte. Ensuite en termes de pure romance on a The Cheat Sheet de Sarah Adams aux éditions J'ai lu. Moi j'ai la version brochée mais si jamais ça vous intéresse il existe aussi une version hardback. Pour le coup je crois que c'est mon premier Sarah Adams. Ouais c'est mon premier, donc à voir ce que ça donne. J'ai vu de très très bons retours sur ce livre là. Ensuite nous avons le retour d'une autrice, c'est Livestone pour Witch and God. Là on démarre le cycle 2, donc c'est pour ça qu'il y a écrit tome 1 mais c'est un cycle 2. Je ne sais plus du tout avec quel personnage on va être mais c'est pas grave, c'est publié aux éditions BMR. J'ai trop hâte de le démarrer. J'ai lu King of Scott et je crois que c'était ça le titre, j'avais moyennement apprécié mais je me demande si ça me ferait pas le même effet que quand j'avais commencé Vampiria il y a des années où après relecture du tome 1 j'étais beaucoup plus embarquée dedans. On n'est pas du tout sur le même univers mais peut-être que ça peut me faire ça si je relis Witch and God, mais c'est pas du tout le livre on doit parler, on parle de celui-ci. Et le dernier, là c'est le challenge. Parmi ce challenge, je voudrais lire le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, publié aux éditions Bragelonne. Il est absolument gigantesque, vraiment c'est un énorme livre. J'ai trop hâte de le démarrer. Je sais que, mais le vlog sera publié beaucoup plus tard, parce que mon amie Louise, donc de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, fait en ce moment une lecture commune sur ce tome-ci. Je regarde un petit peu de temps en temps les avis. Putain, je l'ai déjà abîmé, mon dieu. Ah oui mais je l'ai vraiment abîmé. Ah j'ai les boules. On dirait que ça ne se verra pas trop en caméra. C'est vraiment le plus gros livre de toute cette vidéo. Bon, Witch and God est quand même épais et La balade funèbre aussi, mais je pense que vu que la romance sera vraiment beaucoup plus présente, donc potentiellement on a beaucoup plus de dialogue dans ces autres livres, celui-ci ça reste vraiment le plus gros. Il fait 700 pages je crois, ou 600 pages. Ouais, 620 à peu près. Je sais pas si on voit bien vraiment tous les détails du jaspage, mais ils font quand même d'année en année des jaspages de plus en plus précis. C'est pareil au début les éditions de Saxus, je trouvais, je ne sais pas pour vous, mais certains jaspages qui étaient un petit peu flous, je pense qu'il y avait des soucis au niveau de l'impression etc. Bon là c'est pas du tout la même maison d'édition mais plus ça va, plus je trouve que les jaspages sont de plus en plus précis. Enfin, c'est incroyable. Bon, je vais arrêter de parler et on va commencer tout de suite. Seule la mort attend la vilaine. Je vais vous résumer quand même le premier tome de cette série si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ce webtoon, c'est quand même très étonnant. En gros, on démarre l'histoire avec une jeune fille qui est sur un jeu vidéo qui est sur son téléphone, sur un jeu mobile du coup. Elle a pas une vie très trépidante, elle est malheureuse dans sa vie, etc. Et elle se console beaucoup en vivant à travers le personnage de ce jeu. Et en fait, à chaque fois qu'elle joue à ce jeu-là,
ça, elle a le mode facile. Et là, elle décide de prendre finalement le mode difficile. Et quand elle prend le mode difficile, elle incarne l'antagoniste de l'histoire. Donc quand t'as normalement le mode facile, je sais plus son prénom, mais c'est la sœur de la famille, enfin la fille de la famille Eckhart. Le but, c'est que le personnage, peu importe si c'est le héros ou l'antagoniste, c'est que du coup, elle cumule des points d'affinité envers les potentiels futurs prétendants. Et Pénélope Eckhart, du coup, c'est le même nom de famille que a l'héroïne de base, sauf que là, c'est la sœur adoptive. Si elle n'arrive pas à atteindre 100% d'affinité avec l'un des potentiels prétendants, elle mourra. C'est à chaque fois ça. Pénélope Eckhart du coup s'est fait adopter par El Padre Eckhart. Il a trouvé cette jeune fille, je crois qu'elle était dans la rue à ce moment-là, il a décidé donc de l'adopter. Et au début donc les relations avec ses frères se passaient pas très bien parce qu'elle était un petit peu vue comme une opportuniste, comme un chien enragé, vraiment toujours plus. Petit à petit on va comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passait, pourquoi elle était si imbue d'elle-même, pourquoi elle était aussi méprisante avec le personnel de la famille Eckhart, etc. Et c'est cool parce que en fait au fur et à mesure, donc on voit les points d'infinité qui augmentent au-dessus de la tête des personnages, on les voit pas tout le temps, et en plus de ça, du coup, il y a des quêtes, parce que du coup la principale quête, du coup, c'est de gagner ces fameux points d'affinité, et il y a des quêtes secondaires, des quêtes que du coup elle n'aurait pas pu vivre si elle avait choisi le personnage, l'héroïne, je ne sais toujours plus son prénom, mais vraiment je suis accro à ce webtoon. J'attends la suite avec impatience, mais c'est en décembre. J'ai l'impression qu'on écarte de plus en plus les sorties, je suis deg, mais je peux plus attendre, il faut que je lise le tome 5. Donc c'est ce qu'on va faire. À quel moment on a ce type de fin? Je peux pas rester comme ça, attendre jusqu'à décembre d'avoir la suite. C'était encore un tome génial, mais l'attente pour la suite est si longue à chaque fois. Hello, je vous reprends, du coup là on est dimanche matin, enfin on est le lendemain. J'ai pas trop fait d'update sur Seule la mort attend la vilaine, vous m'avez juste vu fangirler, mais j'aime tellement cette série de webtoon, vraiment je suis tellement contente de l'avoir découverte. Je pense que j'aurais fini par la connaître via les réseaux sociaux, mais je suis vraiment trop heureuse que Kotun continue de les publier. J'ai vu par contre que le tome 6 sera publié que en décembre je crois, enfin en fin d'année, et j'ai les nerfs, j'aime tellement ces derniers tomes. Enfin déjà j'avais adoré les premiers tomes, mais particulièrement les deux derniers où en fait vraiment ça commence de plus en plus à se corser pour la protagoniste, et il y a des moments en fait où je suis ultra méga gênée par ce qui se passe, où il y a des choses où genre je suis en mode ah c'est pas ouf niveau moral, c'est fait forcément exprès pour choquer le lecteur, etc. Mais du coup ça peut donner lieu à d'autres perspectives de plot twist. Il y a tellement de choses différentes qui sont possibles pour la fin. En fait, au fur et à mesure qu'on avance dans les tomes, au fur et à mesure, j'ai des possibilités qui viennent en tête. Au fur et à mesure, je me dis mais laquelle sera la bonne? Et je deviens beaucoup trop impatiente autour de cette série et vraiment, je l'adore. Si vous avez envie de regarder un petit peu plus, pareil, je vous conseille toujours d'aller feuilleter quand même les premières pages en librairie, encore mieux en bibliothèque. Comme ça, vous pouvez emprunter, et généralement, une carte d'emprunt, soit elle est gratuite, soit elle vaut vachement moins cher que l'achat d'un livre sur l'année. Et là je m'apprête à démarrer Witch and God ce matin. Cet après-midi j'ai un live Reading Sprint. Là c'est le cycle 2 de l'histoire de Witch and God, donc de Livestone. En gros les sorcières et les dieux grecs sont en confrontation depuis quelques années et ils tentent de se réconcilier avec un mariage arrangé, n'est-ce point? Et la sorcière qui va être désignée pour le petit-fils de Zeus est une sorcière sans pouvoir. Pourquoi elle? Enfin non, ça va être sa sœur, mais lui va la désigner elle. Là, on va avoir Pasiphae et
le fameux frère du premier... Comment il s'appelle? C'est le frère du gars qu'on a dans le premier tome. Donc ici, Phobos, et on entend parler de Phobos depuis le premier tome de Witch and God, et j'avais extrêmement hâte d'avoir un petit peu son point de vue, son histoire. Et donc c'est good, je vais pouvoir l'entamer. Je suis trop contente, ça fait longtemps que je voulais... Ah, punaise, on doit l'avoir là. J'avais oublié. La lignée olympienne. Donc les titans, nanana. Voilà, Zeus et Ra, Hadès et Perséphone, Poséidon et Amphitrite. Ah, on n'a pas ces petits enfants à lui. Ah si, ils sont là. Donc là, on a Médée et là... Ah voilà, Deimos. Deimos. Je m'étais juste arrêtée en lisant le résumé, donc qu'on parlait de Phobos et que Pasiphae va utiliser la boussole d'amour pour trouver sa moitié. On se doute que Monsieur Phobos sera pas très loin. J'ai hâte de fangirler également sur celui-ci. Partie de ton plan. Franchisé un tas de magasins. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared that it's all a dream. 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if you gave us time. Je voulais refaire un petit point, je suis à un peu plus de 150 pages, j'ai plutôt bien lu ce matin. Et il y a un truc par contre que c'est vrai que je m'étais même pas posé comme question. Souvent quand on arrive au bout du 3e, 4e tome, ça commence un peu à être long niveau série et je pense que c'est hyper difficile en tant qu'auteur de se renouveler, surtout que là on est sur un autre cycle et particulièrement en romance quand même, parce que dans de la fantasy t'as toujours une quête, t'as toujours un élément magique, un élément surnaturel, t'as toujours un truc sur quoi rebondir quand c'est de la fantasy. La SF par contre j'avoue je sèche, je ne sais pas, j'ai pas d'avis, mais en romance je trouve ça très compliqué parce que soit on a un seul et même couple qu'on suit pendant 1 ou 2 tomes, soit le plus souvent en tout cas dans ce que je lis, on a un nouveau couple à chaque tome. Faut faire attention de pas retomber à chaque fois dans les mêmes mécaniques, faut faire attention d'avoir des personnages qui sont bien différents pour pas donner une sensation un petit peu de redondance au lecteur. Et avec Livestone pour l'instant, pour Witch and God, je me suis jamais dit c'est peut-être le tome de trop. Et vraiment, je tiens à dire qu'elle se débrouille plus que bien. Je me prends pour je sais pas qui en disant ça, mais je le dis. Je vais pas vous mentir, on retrouve quelques clichés, mais la routine n'est pas vraiment présente. Là, je vais aller manger et me préparer pour le live, et je pense que je vous dirai un petit peu plus de ce que j'en pense après le live, parce que je pense que, ouais, pendant le live, je risque de beaucoup lire. C'est souvent là où j'ai mon pic de concentration pendant les reading sprints, c'est là où je lis le plus pendant ma semaine, donc je reviendrai je pense après, je pense pas pendant le live pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, mais ça fonctionne plutôt bien et j'aime bien ce truc de la boussole parce que il y a ce truc de ok il a été choisi donc c'est de la magie, c'est pas vraiment nos vrais sentiments etc, donc forcément qu'ils vont essayer d'aller comprendre et montrer à l'autre que si ils sont bien réels, ils sont présents et j'aime bien, je me fais avoir facilement. Bon allez, faut que je me dépêche parce que j'ai vraiment 20 minutes pour tout faire. Fin de live, j'ai terminé Witch and God, je l'ai dévoré, j'ai adoré enfin savoir plus de choses sur le personnage de Phobos et je pensais pas qu'on aurait vraiment fini comme ça. Faut lire la saga pour comprendre, mais normalement on a vraiment un tome, un personnage, enfin un duo. Et là du coup je crois qu'on va bifurquer sur autre chose. J'ai l'impression, je sais pas si je me trompe ou pas, mais je pense pas. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve pour le prochain tome. Hello, ce matin, on est le 3e jour de ce vlog et je vais ressortir un graphique. Je sais pas si c'est une excellente idée parce que c'est-à-dire du coup je me laisse que les grosses pavasses pour la fin, mais j'ai pas mal de taf finalement qui m'attend aujourd'hui donc je n'aurai pas le temps de lire plus. Donc aujourd'hui je sors Les Secrets de Wilson, donc c'est aux éditions Cotoon et c'est de 1000 où on démarre l'histoire avec une petite fille qui s'appelle Anna qui avait un grand-père. Chaque année son grand-père lui faisait cadeau d'un livre pour son
anniversaire. Il s'appelait Liam Wilson et aux yeux des autres, il était connu pour être le plus riche promoteur immobilier. Et à sa mort, elle va découvrir que du coup, elle est son unique héritière et donc elle va devoir résoudre des énigmes et déterrer des secrets familiaux. Pour ceux qui ont aimé Inheritance Games, je pense que ça peut complètement vous plaire, surtout que là, on enlève complètement la romance qu'on pouvait avoir dans la saga de base de Jennifer Lynn Barnes. J'ai trop hâte de le lire et c'est un chouille différent par rapport au style de dessin que je peux aimer dans le webtoon. Là on est plus ouais, ça fait cartoon, un peu bande dessinée. Bref, du coup je vais lire celui-ci quand je vais vouloir faire des micro-pauses parce que ma journée va se passer vraiment devant mes écrans, donc pour les petites pauses pour les yeux ça va être très bien. Hello, j'ai fini Les Secrets de Wilson, c'était hyper rapide à lire. Donc c'est le premier tome, j'ai vu qu'il y avait aussi le deuxième tome qui était sorti. Je sais pas si ça se finit sur un tome 2 ou si la série est beaucoup plus longue, mais je suis assez mitigée. J'ai bien aimé le fait que du coup on suive l'histoire d'une enfant qui va résoudre des énigmes pour l'héritage, etc. et qu'il y ait des petits secrets comme un espèce de jeu d'énigmes gigantesque, on va dire. Quand elle va hériter en fait de la maison de son grand-père, elle va rencontrer les 3 domestiques qui travaillaient là-bas. Ils ont tous les 3 des personnalités quand même assez différentes et ça c'était bien parce que tout de suite on pouvait avoir une plus grande palette, on va dire, d'émotions et en même temps de possibilités scénaristiques, on va dire. Et donc au fur et à mesure de son exploration de la maison, elle va découvrir des secrets de son aïeul. Il y a un peu cette ambiance thriller et si vous lisez beaucoup de romans young adultes, je suppose que vous n'êtes pas passé à côté de la série Inheritance Games. Et ce que j'aime bien, c'est que là du coup on enlève cette romance qu'il y a dans ces romans là et puis après c'est juste parce que c'était un jeu de piste pour l'héritage qu'on peut le rapprocher, mais je trouve qu'il y a une ambiance thriller qui est beaucoup plus présente que du coup les romans Inheritance Games et ça j'aime bien. Je sais pas pourquoi mais l'atmosphère me fait un peu penser à The Promised Neverland pour ceux qui ont lu ces mangas. J'ai pas vraiment réussi pour l'instant à m'attacher au personnage d'Anna. Je pense que je vais quand même aller m'acheter le tome 2, c'est pour ça que je vous le mentionnais tout à l'heure, pour me faire un avis un peu plus large on va dire, parce que c'est pareil, il y avait une autre série de webtoons, c'était Because I Can't Love You, où le premier tome j'étais très mitigée et le deuxième tome ça allait mieux. Je pense que j'ai pas eu le temps de assez m'acclimater au personnage principal. Ah, et aussi une fois que du coup elle va commencer à enquêter etc, elle va se rendre compte qu'on l'observe. Ça j'ai bien aimé ce petit point là, mais voilà, je me suis pas énormément attachée à elle. Je peux pas dire que genre j'ai pas du tout aimé, ça c'est archi faux parce que ça m'a un petit peu changé des lectures que j'ai fait. Non mais y a pas de problème, pas de problème. Que j'ai pu faire du coup ces dernières semaines, donc c'est un point positif, mais j'attends de voir ce que le tome 2 va donner parce que en graphique c'est vrai que quand j'ai un avis un petit peu mitigé ça contrebalance avec la suite. Voilà, moi je pense que demain je vais soit lire la New Romance, soit lire un des livres de fantasy que j'ai mis dans la palle parce que là il va falloir attaquer dans le dur. Mais je pense pas que je vais lire tout de suite le tome 3 des Blackwater, vu que là on sort un petit peu d'une atmosphère thriller, on va un peu changer. Nous sommes le jour 4 et aujourd'hui j'ai décidé de démarrer cette bête, le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence, qui a été publié aux éditions Brajlon, donc c'est de la fantasy adulte. Pour vous raconter l'histoire de ce livre, du moins le résumé, on démarre avec le personnage de Evar qui a été emprisonné dans une sorte de cellule remplie de livres. Ces livres sont plus vieux que les empires, sont beaucoup plus nombreux que ce que peut contenir une cité, et on va revoir aussi le personnage de Livira qui, elle, vivait dans les confins
fin d'une civilisation où plus personne ne va et où rôdent les cauchemars. Un jour elle va être enlevée et elle va consacrer le reste de sa vie à l'étude de ces livres de cette bibliothèque. Du moins de la grande bibliothèque du royaume. Tous les deux vont finir par se rencontrer et leurs histoires vont s'entrelacer entre les univers et le temps. En tout cas c'est ce que nous dit la 4e de couverture. J'ai l'impression que cette bibliothèque, cette immense bibliothèque est une civilisation à elle entière, qu'elle détiendrait tous les savoirs et en même temps tout entre guillemets les faux semblants qu'une plume a pu écrire et qui au fur et à mesure des années a pu devenir réalité. J'ai l'impression qu'on va avoir quelque chose dans ce genre là. J'ai commencé à le voir pas mal tourner sur les réseaux. J'ai volontairement pas du tout regardé les avis même de mes potes pour pouvoir m'y plonger. Être vraiment une sacrée bricasse. Là on est sur 600 pages. Pas écrit très gros, ça va vraiment être un sacré défi. Mais avant ça, j'ai reçu un petit colis. C'est une précommande Ulule que j'avais fait en début d'année je crois. S'il y a des adeptes de FVST, ils sont là. Ils sont vraiment incroyables. Donc c'est The Renegade Prince et The Heartbreak King, donc deux FVST. Donc on a pu avoir des formats hardback absolument canon. Vraiment, il fait des trucs de dingue. Donc c'est de la romance MM, ça je pense que vous avez compris. Vraiment je suis fan. J'aime trop. Et j'avais pas pris une contrepartie très élevée, mais du coup on a quand même débloqué beaucoup de goodies. Alors ça c'est un magnète il me semble. Là je crois que c'est le pot à crayon avec les noms des personnages. Ensuite on a des pins, on a 2 illustrations et il y a une petite enveloppe. Et c'est là où il y a tous les autres goodies. Donc on a des marque-pages à l'effigie des personnages. Et ça, je pense que ce sont des stickers. On a encore 2 grandes illustrations. La vache! Je pense que la contrepartie que j'avais dû prendre était comme à 50 € ou quelque chose comme ça. Donc normalement, ça me donnait le droit donc aux 2 livres reliés. Je crois que j'avais un goodies avec. Et du coup, bah... ça m'a rajouté plein de goodies. C'est la 2e fois que je participe à des campagnes Ulule de FVST et franchement je suis pas du tout déçue de la production. Les 2 autres campagnes, non les 3 autres que j'ai pu participer sur Ulule, c'est 2 pour Imeris et l'autre c'était pour Tips pour le chant des voiles. Mais vraiment à chaque fois on a des objets de livres de dingue. S'il vous plaît quoi. Sur ce faut que je me grouille et je vais démarrer le livre. On est sur 2 salles, 2 ambiances, mais en fait le rush où je vous disais que je suis arrivée à la page 150 a disparu. Donc je suis bien arrivée page 150 et j'aime énormément ce qui se passe. Au début j'étais complètement perdue, je comprenais même pas ce que je lisais, j'arrivais pas à capter. Et en même temps je voyais un petit peu là où on allait m'emmener. Je pense que c'est le genre de livre que tu peux vraiment donner un avis final que quand tu as terminé le bouquin. Et aussi pendant l'après-midi je vous montrerai ce que j'ai reçu derrière. Alors pas vraiment reçu parce qu'on allait le chercher sur un site internet que j'avais vu, ce modèle là que je trouvais super beau mais hyper cher par rapport au bois et enfin rapport qualité-prix on n'y était pas, mais je l'ai trouvé sur Le Bon Coin donc on allait le récupérer et je suis archi fan. Voilà du coup c'est en dérochant les rushs du jour que je me suis rendu compte qu'il manquait Tila qui est partie je ne sais pas où. Il est bientôt 21 h et je suis très contente de vous dire que je suis arrivée aux 3/4 du roman. En fait, une fois que j'ai passé les 400 premières pages quand même, tout s'est débloqué, absolument tout. La vitesse de lecture, la compréhension de l'histoire, l'intrigue et je l'ai dévoré. Je suis page 542, donc c'est le chapitre 60. Comme vous remarquez, j'ai pas pris le temps du tout de mettre des post-it
et c'est ultra dommage. Il y a plein de passages qui sont intéressants à noter. Concrètement, ça fait un petit moment que je n'avais pas lu de bonne fantasy et ça fait un bien fou. Au début du coup de la lecture, je vous disais que j'avais un petit peu du mal à comprendre, à imaginer les choses, etc. Et vraiment ça se débloque petit à petit. Je pense que c'est vraiment ce que l'auteur a voulu, nous débloquer cette sensation où on pouvait imaginer les choses au fur et à mesure que les personnages eux-mêmes pouvaient comprendre ce qui se passait. Parce que du coup au début, donc on a le personnage d'Evar qui vit avec ses frères et ses sœurs enfermés dans une espèce d'immense bibliothèque, accompagné du coup de 2 assistants qui sont des espèces d'automates, qui sont là pour les protéger, qui sont aussi là pour les instruire. Et je vous refais le speech parce que je trouve que j'avais mal résumé tout à l'heure. Et quand Evar va avoir un livre, je sais plus sur quel trop c'était l'étagère, mais un livre qui l'appelle et qui s'adresse à lui dès la première page. Il va tout faire du coup pour retrouver son autrice. Un peu plus tard du coup, attendez, je suis en train de m'emmêler les pinceaux, c'est un peu plus tard qu'on a Lyviria, il me semble. Du coup, elle va être arrachée de son village et c'est en entrant dans cette bibliothèque qu'au bout d'un moment, elle va faire la rencontre d'Evar. Et vraiment, cette aventure, elle est, je trouve, hyper bien élaborée. En tant que livre fantasy, évidemment, on va parler de politique, mais aussi sur la désinformation. Je crois que c'est le point qui m'intéresse le plus. Et sur l'utilisation de la connaissance, sur les fondements du bien et du mal, sur le cercle infernal de la vengeance. Vraiment, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés ici, qui sont hyper intéressants et vraiment ce truc de au début tu es complètement paumé dans ce que tu arrives et tu vois en fait qu'on est en train de dénouer les nœuds, qu'on est en train de tirer les ficelles petit à petit. Tu ne pourras pas aller plus loin que ce qu'on te montre, tu ne pourras pas comprendre plus que ce que l'auteur veut bien te dire et au fur et à mesure qu'il te donne des miettes, t'es en train de comprendre. T'es en train de situer le chemin qu'il t'a semé. Par contre, j'ai appris que c'était le premier tome d'une trilogie. Je le finis ce soir, après un épisode de Game of Thrones. Je vous refais l'update. Mais alors, je crois qu'on est sur un très très gros coup de cœur. Hello, j'ai fini la bricasse, vraiment hier soir, il était plus de minuit et demi. Je filmais pas parce que du coup toute la maison était endormie, mais j'étais à ça d'abandonner et de pas réussir à le finir parce que juste j'étais crevée, j'avais hyper mal aux yeux et c'est pas un coup de cœur parce que je pense qu'il y a plein de choses encore que j'ai pas assez compris, mais je pense que le fait de l'avoir lu en 24 heures, ça m'a permis de lisser ce côté très lent dans l'histoire parce qu'il y a les actions etc. et la rythmique s'accélère vraiment au dernier quart du roman et tout le 3/4 c'est que de la découverte, c'est que des mystères qu'on te dévoile petit à petit dans l'embrasure d'une porte, tu crois apercevoir un truc etc. Le 3/4 du roman c'est très lent, très contemplatif etc. et c'est vraiment le dernier quart où tout s'accélère, mais j'ai beaucoup aimé toutes les allusions que j'ai pu lire, j'ai beaucoup aimé toutes les énigmes qu'on a pu découvrir etc. et je suis très curieuse de connaître la suite parce que du coup apparemment c'est une trilogie et de toute façon vu la fin qu'on a, effectivement on va avoir une suite, mais j'avoue qu'il y avait aucune indication sur ce livre donc je pensais très bêtement au début que c'était one shot, pas du tout, et je pense au vu des mystères qu'il y a dans ce livre, soit je me disais on va avoir une fin ouverte, soit effectivement c'est une saga et je pense qu'un jour je vais le relire, surtout avant le tome 2 pour être sûre d'avoir bien compris certains éléments et pour moi-même me dire ok on part sur telle piste. Le titre on le comprend un peu plus vers la fin, il y a des moments où vraiment on a l'impression de pédaler dans la semoule, clairement. Il faut faire des petites pauses mentales des fois pour être sûr d'avoir bien compris, voire relire plusieurs fois une phrase. Mais par contre, je suis très contente de mon niveau de compréhension, parce que si on se dit que du coup je l'ai lu en moins de 24 heures à peu près, parce que je l'ai pas lu de genre minuit à minuit quoi, c'est un sacré challenge là que je viens de nous faire. Aujourd'hui, j'ai fait des demi-tresses, et pourquoi ? Pour ne pas être embêtée quand je serai sur la playa, tout à fait. Aujourd'hui, on va faire une petite après-midi à la plage, et j'ai décidé de sortir du coup The Cheat Sheet de Sarah Adams aux éditions J'ai lu. Je pense que le livre est totalement dans le mood et je pense qu'il va se lire extrêmement vite, donc déjà par rapport au Colosse, hein, on est quand même sur un livre vraiment beaucoup plus petit, qui est écrit aussi beaucoup plus gros, la mise en page est quand même à mon avantage, hein, on me dira. Là je vais vous lire le résumé, je ne m'en souviens plus, je n'arrive jamais à me souvenir de celui-ci. Est-il jamais trop tard pour sortir de la friend zone ? Sérieux, tu ne vois pas le problème, cette amitié n'a rien de normal, et tu sais quoi, j'en ai marre d'essayer de rivaliser avec ça. Il est grand temps que tu choisisses. Non, qu'elle sait ne fait pas ça, c'est elle ou
moi. Brie Camden et Nathan Dunson, le nouveau quarterback vedette d'une célèbre équipe de foot américaine, sont inséparables depuis des années. Amis, juste amis, vraiment. Lorsqu'une soirée un peu trop arrosée les contraint à prétendre jusqu'au prochain Super Bowl qui sont en couple, ils s'aventurent sur un terrain glissant. Je pense que c'est le bon livre au bord de l'eau. Parfait. Il me reste du coup 3 livres. Il me reste celui-ci, Blackwater, et La balade funèbre. Je pense que je vais garder la balade funèbre. Oh, je sais pas. Parce qu'en fait, il me reste donc 3 jours pour finir ce vlog. Donc aujourd'hui, c'est sûr, c'est plié pendant l'après-midi à la plage. Et demain, j'ai 2 rendez-vous le matin qui vont me prendre quand même 3 heures de ma journée. Et le vendredi, je suis en tournage pour la maison d'édition pour laquelle je travaille. Donc je dois monter sur Paris. Donc j'ai en tout 4 heures de train. Je ne sais pas si je pars sur la balade du coup pendant le train ou si plutôt je garde Blackwater, sachant que je sais que Blackwater est en audio. J'ai vu que celui-ci était en audio, je l'ai vu à 18h. Bon, voilà. Donc peut-être que je ferai le Joker avec Blackwater en le prenant en audio, comme ça je suis sûre de pouvoir aligner mon challenge et pouvoir concilier mes rendez-vous pour le taf. On va essayer comme ça. Hello! On est le lendemain, je vous ai pas du tout pris pour vous faire des updates de ce que je pensais de ma lecture au fur et à mesure hier. J'avoue que à la plage, avec tonton Jaco à côté qui parlait super fort, c'était pas évident. Mais c'est pas grave, on va reprendre ça maintenant. Du coup, j'ai bien terminé hier soir, hyper tard, je sais plus, The Cheat Sheet de Sarah Adams aux éditions J'ai lu. Au début, j'étais dubitative. En fait, à partir du moment où j'ai lu les premiers chapitres et j'ai compris qu'ils n'étaient pas seulement amis, mais plutôt meilleurs amis, genre ok, ça change quand même un petit peu la donne, c'est pas le même tableau qu'on va avoir dès le départ. Et vu qu'ils sont donc meilleurs amis depuis l'enfance, donc vraiment depuis petit, on est sur un best friends to lovers en termes de tropes. Bref, voilà. Et du coup, j'étais en mode, ok, c'est déjà des tropes que je connais beaucoup, dans des univers que je connais plutôt bien. Donc lui fait du football américain et elle, du coup, c'est une ancienne danseuse qui maintenant a sa propre école de danse. Ouais, c'est une école de danse. C'est une association. Il faut que j'arrête de dire le mot bref. C'est les premières infos qu'on a dès le départ. Donc on part, ils sont meilleurs amis et tous les deux en fait s'aiment. Et donc en fait au bout d'un moment il va y avoir un espèce de plot twist qui est déjà dit dans le résumé. Ils vont devoir faire croire qu'ils sont en couple suite à une petite mésaventure. C'était assez drôle, j'avoue, la scène. Avec toutes ces infos, j'avais un peu d'appréhension parce que je me suis dit ok, ça va être une romance dont tu vas jamais te souvenir. Il y aura pas vraiment d'éléments impactants. Et puis il y en a beaucoup de ces romances avec ces thèmes que je vous ai cités. Donc j'étais en mode est-ce que ça va être la romance de trop? Est-ce que peut-être c'est celle qui va sortir du lot? Je commençais déjà à appréhender au début de ma lecture. Et il y a un truc que je remarque dans ces romances-là, il y a un espèce d'ingrédient qui est mis dès le début et qui te fait vraiment avoir de l'empathie, de la compassion, alors que je connais pas encore vraiment les personnages, une fois que tu les as découverts. Et en fait, le livre, tu le lis d'une traite. Je suis quand même plutôt contente de l'avoir lu en moins de 24 heures du coup, parce que je pense que si je l'avais traîné sur plusieurs jours, j'aurais peut-être eu ce sentiment d'avoir quelque chose de trop redondant. Mais vu que je l'ai lu vite, bon déjà ça se lit vite, ça a pas eu le temps de s'installer entre guillemets, j'ai pas eu le temps de penser vraiment ça et de le subir entre guillemets pendant ma lecture. Toute la question pendant ce roman, c'est comment ils peuvent sortir de cette friendzone tous les deux, et on va voir tous les petits stratagèmes que les deux vont mettre en place pour sortir de ça. Et une fois que j'ai croisé cet ingrédient miracle, vraiment j'ai adoré ma lecture, j'ai beaucoup aimé l'humour qu'on a mis dedans, j'ai bien aimé que Nathan du coup soit un personnage masculin qui soit atteint d'anxiété, non pas que je sois contente que quelqu'un soit atteint d'anxiété, mais qu'en tout cas on ait cette représentation là. Au moment où il a une crise de panique, j'ai bien aimé la réaction de sa partenaire. Moi, si j'ai une crise de panique et que quelqu'un réagit comme ça, j'ai l'impression en tout cas que cette personne a les bons réflexes. Si certains l'ont lu et qui sont concernés par ce sujet-là, est-ce que vous avez ressenti la même chose que moi? Est-ce que vous aussi vous avez trouvé que l'autrice a bien abordé ce sujet? C'est pas un thème qui est omniprésent dans le roman, mais on nous sème des petites graines au fur et à mesure du livre jusqu'à ce que Nathan ait sa crise de panique, donc on comprend en fait, on nous désamorce la chose. Il y a un petit truc que j'ai remarqué, même si du coup j'ai fini par globalement vraiment bien l'aimer, et
et à avoir ce truc très addictif qui se met en place très vite et cette compassion comme je vous disais qui se met en place alors que tu connais même pas encore les personnages, genre t'es happy pour eux, t'es triste pour eux, t'es frustré parce qu'ils arrivent pas encore à dire ce qu'ils ont sur le cœur. Mais je trouvais qu'il y avait un personnage qui était un petit peu plus développé qu'un autre. Je trouvais que le personnage de Nathan était plus développé dans sa psychologie, dans son passé, etc. que le personnage de Brie. On sait beaucoup de choses, mais je trouve qu'il y a eu une introspection pour le protagoniste plus importante que pour la protagoniste. Et je comprends pourquoi il y a autant de romances, que ce soit romances new adulte, universitaires ou sportives, parce que quand tu lis ça, ça te donne envie d'en écrire. Vraiment, je me suis surprise plusieurs fois à me dire oh, est-ce que je pourrais peut-être écrire une histoire comme ça? Ou alors peut-être partir sur ce sujet. C'était omniprésent pendant cette lecture, alors je sais pas si c'est le fait que du coup, ça fait 2 mois que je me suis vraiment remis à écrire et que j'ai plein d'idées qui cogitent, mais c'est pas la première fois que je lis une romance sportive ou universitaire où j'ai moi-même envie d'écrire la mienne. Est-ce que c'est pour ça qu'il y en a autant? Je ne sais pas. C'est cet ingrédient spécial qui peut-être fait que ça donne envie à plein de gens d'en écrire, je ne sais pas. C'est le 5e livre de terminé, il m'en reste 2. Pour tout vous dire, là il me reste La balade funèbre de Art et Merci ainsi que Blackwater tome 2. Je sais pas encore lequel je vais démarrer aujourd'hui parce que là j'ai plein de trucs qui sont sur le feu que je dois terminer avant ce soir parce que demain du coup je suis en déplacement sur Paris, je fais l'aller-retour sur la journée. Je sais pas lequel des deux, je pense que je vais les ouvrir, je vais voir lequel je sens un bon feeling et lequel d'eux j'arriverai à vite enquiller. Et dans le pire des cas, si je vois que je manque de temps, il y a celui-ci en audio. Et vu que je l'écoute quand même dans une vitesse plutôt élevée, je sais que ça me fera peu d'heures d'écoute. Donc il est possible que ce soit celui-ci plutôt où je sorte le joker du livre audio. Je sais qu'il y en a qui considèrent que le livre audio c'est pas de la lecture, mais désolé, mais moi je ne fais pas partie de cette team là. Je le considère comme de la lecture. Bref, vous allez vite voir lequel j'ai choisi. C'est insupportable ce petit bruit. Et je vais vite me mettre au boulot pour terminer ce que j'ai à faire. Petit point dans ma lecture, finalement j'ai arrêté l'audio parce que j'ai un peu mal à la tête après avoir passé X temps derrière les écrans, donc finalement j'ai ressorti le livre. Je suis arrivée page 89, donc j'ai lu un peu moins de 100 premières pages. On reprend directement... Attendez, j'ai un doute. Moyen à peu près. Là où on s'était arrêté au tome 1. Enfin, non. Il y a quand même un petit peu de temps après, j'ai rien dit. Et j'allais clairement vous spoiler en vous expliquant le dernier acte qu'il y a eu dans le tome 1, et je crois que je vous ai même pas résumé le tome 1 d'ailleurs. En gros, on s'arrête à un moment de donation, ça spoil pas, et on reprend à ce moment-là. Blackwater, c'est un livre qui a été republié il y a quelques années par la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture, quand la Perdido va submerger une ville de l'Alabama. Dans l'Alabama, il y a la famille Casquet, et la famille Casquet va faire une rencontre qui va absolument changer beaucoup de choses dans leur famille, une rencontre que je dirais très énigmatique. Quand j'ai lu le tome 1, je ne savais pas si on devait le mettre dans du fantastique, dans du thriller, dans de l'horrifique. Vraiment, ce livre peut rentrer dans beaucoup de cases. J'ai grave mal au bras, je suis désolée si l'ongle arrête pas de bouger. Dans la famille Casquet, il y a Mary Love, c'est la daronne qui est là pour contrôler la vie de tout le monde, y compris son fils. Et quand cette rencontre énigmatique va arriver, donc c'est Elinor. Elinor est apparue au moment de la crue et elle se trouvait dans un hôtel, dans une chambre, et normalement ils avaient vidé toutes les personnes qui avaient dans cet hôtel, toutes les personnes qui devaient être secourues ont normalement été secourues, et quand ils repassent devant l'hôtel, ils croisent Elinor. Donc ils vont la secourir et c'est comme ça qu'ils vont faire la rencontre d'Elinor. Et Elinor, c'est vraiment le personnage central de cette histoire. On m'a dit que du coup, tout le rythme de la saga est quand même plus ou moins long, mais que l'énigme qu'il y a autour de la famille Casquet avec Elinor, c'est vraiment ce qui tient en haleine tout le monde. Et les petites énigmes qu'il y a, vraiment, ça arrive à tenir le lecteur. Au début, j'étais très dubitative, mais dans le sens où je savais pas trop où on allait nous mener. Et effectivement, quand j'ai fini le tome 1, même s'il y a pas beaucoup d'action en soi et que c'est assez lent, j'étais en mode ok, je veux savoir. Là, on commence à nous semer quelques petits indices. Je sais pas jusqu'à où Elena va arriver dans sa réflexion très bizarre. Vraiment, j'ai envie de décortiquer son cerveau. C'est vraiment l'impression que t'as quand tu lis Blackwater. T'as envie de décortiquer. Et même Mary Love, hein, t'as envie de savoir pourquoi des comment. Même ceux qui ont pas de jugeote là, pourquoi. Vraiment, je suis très contente de cette lecture parce que je pensais pas autant aimer. En le lisant, ça sort un petit peu de ce que je lis. Et ben, tant mieux. Allez, je vais reprendre ça parce que moi, je dois le finir avant ce soir minuit. Demain matin, je me lève à 6h, un petit peu plus tôt que 6h.
know she won't be gone forever. There are many times I find it feels that way. And I'm not trying to forget her. Je commence à perdre espoir, je suis à peu près à la moitié, mais je suis ultra fatiguée. It's just like seeing her for the first time. Je suis aux 3/4 du roman, je pense que je vais le finir d'un matin, je suis décalquée. Mais ça m'énerve. Déjà, ça veut dire que j'aurais lu que 140 pages, alors que les autres jours je me suis tapé 600 pages. On m'explique mon niveau de concentration, comment il s'organise, mais c'est bizarre. Et en fait, dans ce roman, ce qui est fascinant, c'est que tu comprends pas les choix des personnages, tu comprends pas celui de Mary-Love, tu comprends pas celui d'Elinor, tu comprends pas celui de Malcolm, tu comprends personne, tu comprends pas leur caractère, tu comprends pas leur choix, il y a des trucs, ça t'échappe. Et en fait, tu cherches en permanence à comprendre. Qu'est-ce que c'est que cette frange bizarre? C'est pas grave, je la comprends pas non plus. Le personnage de Sisters, il y a des choses qu'elle dit, c'est cohérent. Mais elle va pas jusqu'au bout du truc. Pourquoi ça veut pas être honnête cette caméra? Et là en tout, il s'est passé 4 ans, parce qu'on a démarré en 1918, 1919, et on est en 1922. Je me demande jusqu'à quelle génération on va dans les Blackwater. Mais moi je veux savoir plus de choses sur la véritable vie d'Elinor. Je vais encore en lire un peu, au moins finir ce chapitre quand même. It's just like seeing her for the first time again. It's just like seeing her for the first time. Alors oui, on est complètement le lendemain des rushs qui ont été filmés juste avant. Et oui, j'ai un petit peu oublié de clôturer ce vlog, hein. On fait cette reprise sur YouTube de manière un petit peu bancale. Je vous ai ni dit mon avis final sur Blackwater parce que je l'ai bien fini le lendemain matin. Quand j'étais dans le train, j'ai absolument pas osé sortir ma caméra parce que le train, il y avait quand même beaucoup de monde et j'étais en mode je vais déranger tout le monde avec ma caméra. Et est-ce que j'ai fini ou pas? Arte merci. Concernant ce tome 2, très sincèrement, je pense que je l'ai préféré au tome 1. Déjà le tome 1, même si c'était étrange pour moi par rapport à ma zone de confort habituelle, que du coup c'était pas du tout dans le style que ce que j'avais l'habitude de lire, etc. J'avais quand même beaucoup apprécié ce premier tome. C'est vrai que c'est un premier tome très lent, c'est pas non plus une saga je pense où ça va aller hyper vite. Mais alors ce tome 2 vraiment c'est un coup de cœur. Cette façon de faire de l'auteur, de ne pas savoir où il va, c'est un truc que j'aime énormément et je pense que c'est inconsciemment ce que je recherche parce que le livre qui refusait de brûler c'était un petit peu aussi ce que je ressentais, mais totalement à l'image du personnage principal, Elinor, tu sais pas du tout où elle veut aller. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ait autant de place de faire what milliards de spéculations. Et hormis le fait que c'est un roman qui date dans un moment où il a été écrit et à l'époque à laquelle ça se situe, je trouve on a une certaine critique de la société de l'époque. Et je reste convaincue qu'avec toutes ces spéculations, on a quand même quelques éléments qui sont là, pas par hasard, qui sont des pions. On comprend pas encore comment ces pions-là sont liés entre eux, mais c'est sûr et certain que ça va forcément nous donner un truc, mais enfin, je sais pas comment dire, vu que ça laisse vraiment la place au lecteur de réfléchir et de se poser toutes les questions qu'il veut et de lui-même mener, on va dire, sa propre intrigue dans l'intrigue, je trouve qu'on a quand même des éléments marquants qui vont bien finir par nous mener quelque part, même si on ne sait pas pourquoi ils sont là. Et ce tome-là, je l'ai surkiffé. Je sais pas si le tome 3 sera encore meilleur, mais alors le tome 2 est excellent. Je pense que je vais rien vous dire par rapport aux éléments, parce que là, pour le coup, c'est un tome 2 et je risque fortement de vous spoiler, mais si jamais vous avez été à moitié convaincu du tome 1 ou juste vous avez bien aimé mais vous ne savez pas, essayez au moins le tome 2, je pense que ça va pouvoir vous convaincre ou non de continuer la série. Et ensuite, concernant la balade funèbre de Arte Merci de Megan Bannen aux éditions Milady, est-ce que je l'ai terminé ou pas? Non, je suis arrivée... Enfin, j'aurais pu faire un effort, le chapitre 25, vraiment, c'est... Je suis arrivée page 243, donc je crois que c'est un chouille un petit peu plus que la moitié. Mais deg, je l'ai pas terminé et je me voyais pas me coucher à 2h du mat dans l'état dans lequel j'étais. À chaque fois que je fais un aller-retour sur Paris, je suis quand même assez éreintée, ça me demande quand même beaucoup d'énergie. Pas tant le trajet me fatigue, mais c'est vraiment juste le fait de croiser autant de monde et le fait de devoir aussi gérer mon stress avec tout ce monde-là, surtout, ça m'épuise.
et j'ai pas réussi à le terminer. Mais alors par contre, je vous redonnerai mon avis dans un point lecture parce que j'ai déjà pas mal déroché cette vidéo et je sais qu'elle est longue. Mais pour vous donner un avant-goût, parce que je peux pas donner un avis total sur le livre parce que je l'ai pas encore terminé, je pense qu'on est très bien parti pour avoir un coup de cœur. Si vous avez aimé Divine Rivalité, ça peut complètement faire l'affaire. Peut-être attendez avant d'avoir lu Divine Rivalité parce que t'as quelques éléments clés qui sont similaires, sauf si vous adorez enchaîner le même genre de livre on va dire, mais peut-être les séparer un petit peu les deux parce que je sais qu'ils sont quand même pas mal attendus ceux-là, mais vraiment j'aime ce qui se passe. On tient le suspense ici. Voilà, cette longue vidéo 7 jours 7 livres est terminée, c'est la 3e que je fais, celle-ci est un échec. À 200 pages près on est sur un échec, mais peut-être que si j'avais choisi des livres plus courts on n'aurait pas eu d'échec, mais j'avais envie un petit peu de me challenger, mais je pense que l'année prochaine ce sera la revanche, et l'année prochaine je peux lire que des bricages sur 7 jours, vu mon rythme de lecture qui s'est considérablement amélioré, j'ai beaucoup plus de temps et je lis de plus en plus vite, et mon niveau de compréhension va avec, parce que c'est important, parce que si tu lis vite et que tu comprends pas, bon, à quoi ça sert? Mais je pense que l'année prochaine, je vais nous faire la revanche, et alors là, les 7 livres, ce sera 7 romans, et je suis sûre que je peux réussir à le faire. Pas déçue de moi, parce que j'ai quand même lu de chouettes livres, et que j'ai quand même bien aligné le nombre de pages, avec quand même tout ce que j'avais à faire pendant ces semaines-là, parce que du coup, je l'ai pas tourné sur une semaine du lundi au dimanche. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez aimé. J'ai regardé un petit peu du coup ce que ça donnait le montage là, et ça fait très vibes il y a 3 ou 4 ans de mes montages vidéo, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je crois que je l'ai déjà dit. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler encore de lecture. Ou pas. De belles lectures, bisous. Bye.